c'est pas un peu une croyance limitante? Il y a le making off là. Hein? Ça enregistre. Justement, Ouais, c'est mais du le coup, c'est making pour off. ça. Ouais. Mais c'est Bah une oui. C'est une croyance limitante. Genre. Ouais. T'as pas d'intro. J'ai pas d'intro. J'ai pas d'intro. Bah si. J'ai pas d'intro. Mais en fait, Tu si. limites pas en fait. Peut-être que c'est ça l'intro. Peut-être que c'est ça, effectivement. On vous dira. Alors, dans ces On cas-là, verra. bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la loupe pour la chronique Ton mental à la loupe. Peut-être que du coup, vous l'avez compris, nous allons parler... Enfin, nous revenons, bien évidemment. C'est l'épisode numéro 9. On en a déjà 8 qui sont en ligne. En tout cas, vous voyez qu'on fait un petit cheminement. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement des croyances limitantes dans la performance. De la performance. Bah, un peu des deux. Et En un fait. peu des deux. Bonjour à toutes et à tous. Salut Jérôme, salut Sandra. Salut Jonathan. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ouais, super. Effectivement, alors tout à l'heure, tu vois, tu dis, ouais, j'ai pas d'intro. Et alors en soi, oui peut-être, mais en même temps, peut-être qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir d'intro. Peut-être que ça pouvait être justement une croyance limitante. Alors, la première chose lorsqu'on parle de croyance, c'est de savoir, mais de quoi on parle réellement. Parce qu'en plus, C'est vrai. est-ce qu'on parle d'une idée? Est-ce qu'on parle d'une conviction? Est-ce qu'on parle de conviction religieuse? Bon, on est bien d'accord qu'on ne parlera pas de conviction religieuse Pas aujourd'hui, non. ici. Non. C'est certainement pas ça qu'on va aborder sur les croyances. Mais pour vous, c'est quoi une croyance? C'est une très bonne question, ça. C'est vrai que ce mot, est-ce qu'on pourrait le décortiquer? C'est quelque chose qu'on imagine être réel, mais qui ne l'est pas forcément. Ouais, Ouais. exactement. Croire en quelque chose, ouais. Ouais. En fait, il y a des choses qui sont très factuelles. Aujourd'hui, et encore, on voit que ça peut faire polémique. Par exemple, dire que la Terre est plate, a priori, on a quand même C'est la pas plus mal, connue, celle-là, Ouais. pas mal de raisons de penser que Que non. la Terre est ronde. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ont cette croyance-là. Les Tout à fait. platistes, on appelle. Les platistes. Mm. Donc, c'est un peu plus qu'une idée, c'est vraiment une vision sur le monde. Et donc, en fait, cette vision-là, c'est un peu comme une paire de lunettes. Elle vient teinter la couleur qu'on va percevoir de la vie. Par exemple, je peux très bien avoir la croyance que la vie est difficile et que je suis quelqu'un de malchanceux. Il y a de fortes chances quand même, de fortes chances pour un malchanceux, c'est un peu bizarre, mais il y a de fortes chances pour que mes journées ne correspondent pas tout à fait à une personne qui aurait la conviction d'être elle-même chanceuse. On pourrait avoir plus ou moins le même trajet dans la rue, on verrait clairement pas les mêmes choses. Moi, peut-être que je verrais chaque trottoir comme une embûche en me disant je suis sûr que je vais tomber là. Je suis sûr que là, il y a un pigeon qui va me faire dessus. Je suis sûr que là, je vais me faire bousculer. Alors que le chanceux aborderait ça en se disant hey, peut-être que sur ce trottoir, il y a peut-être un petit billet de banque qui est tombé. J'étais en train de penser à ça, justement. Tu vois? Parce que dans la rue, quand même, on regarde tous. Ouais. Donc, en fait, ça change notre vie, nos croyances, nos convictions. Pas parce que ça change la vie, mais parce que ça change notre point de vue sur la vie. Oui. Notre perception, peut-être, oui. Exactement. Maintenant, dans le sport, il y a forcément plein de perceptions. D'abord, il y a deux types d'endroits où on va trouver des croyances. Il y a des croyances sur la performance, c'est-à-dire, par exemple, se dire humainement, on n'est pas capable de réaliser telle performance et un athlète ou un groupe d'athlètes vont devoir ajuster leurs croyances en se disant peut-être que si. Peut-être qu'on peut faire descendre le chrono. Peut-être qu'on peut faire monter le... Typiquement, le 100 mètres, c'est un chrono dont on parle beaucoup. On dit on ne peut pas aller en dessous de tel chrono. L'humain ne peut pas aller en dessous de 9,50 ou 9,40. Ouais, complètement, Ouais. voilà. Ouais. Alors qu'il y a une époque, on pensait que c'était impossible de courir en dessous de 10 secondes. Donc, il y a le 100 mètres, tous les sports métriques sont des sports où il est nécessaire d'avoir des croyances différentes de celles qui sont couramment admises. On se dit, on ne peut pas aller plus haut en saut à la perche, il faut bien quelqu'un qui se dise, On peut y moi, non seulement on peut y aller, ça c'est la première chose, donc c'est des croyances sur la perf, et des croyances sur soi-même, se dire, on peut y aller, mais moi, Je peux y arriver. je peux y arriver. Et là, c'est encore autre chose. Donc le sport, il y a plein de croyances et il faut les faire tomber. Et c'est là où c'est intéressant parce que, par exemple, un jeune athlète pourrait très bien se dire moi, un jour, je vais être champion du monde. Et puis, il va avoir plein de personnes qui vont lui donner ces croyances en disant ça va être difficile, ça va être compliqué. Non, mais toi, tu peux pas. Mais toi, tu es trop petit. Mais ceci, mais cela. Et en fait,
finalement, le chemin d'un athlète de haut niveau, c'est un chemin un peu comme dans une jungle où il va falloir qu'il Slalomer un peu par slalom entre les croyances limitantes des uns et des autres et en faisant en sorte de ne pas en choper trop. Parce que du coup, à il son y a passage. ses croyances à soi et du coup, d'autres personnes qui en mettent en plus. Donc, Et non, mais justement, ça me fait penser à un des tout premiers podcasts que l'on avait fait avec notamment ce cercle. Oui. Les cercles que l'on a autour de nous et qui peuvent effectivement impacter aussi sur nous. Tout dépend comment on est entouré. Complètement. Et dans ce premier épisode, ou c'était le premier ou deuxième, mais en tout cas, dans le début. effectivement, on abordait plusieurs cercles. Et si on passe des croyances aidantes, super, on est déjà finalement le premier préparateur mental. Voilà, aidante, limitante. Parce qu'il peut y avoir les deux. Tu vois, quelqu'un qui dit, ben oui, bien sûr que tu peux. Mais en même temps, on peut être aussi quelque part un mauvais préparateur mental si on passe des croyances limitantes. Et ensuite, on a plein de cas de figure. Il y a des footballeurs. Jérôme, vu que toi, tu es plus calé foot que moi, oui, tu vas peut-être me corriger, mais de mémoire, notre numéro 10 de l'équipe de France, il est... Zidane. Actuel ou ancien? Actuel. On nous disait de lui qu'il était trop petit. Antoine Griezmann. Voilà, Griezmann, on a dit beaucoup qu'il était trop petit. Bon, aujourd'hui, on voit bien que sa taille, elle est plutôt pas trop mal, quoi. Ça l'a pas empêché de... Ouais, en tout Je cas, pense ça qu'on l'a a pas performé, empêché. On a un peu dépassé ces pensées-là où on dit qu'un tel est trop petit, trop machin. Enfin, non, dans le il y a sport. Dans le sport. encore Moins qu'avant, beaucoup Non, moins. il y a encore beaucoup, je trouve, de jugements. Il y a encore pas mal de ces jugements-là, et on peut se dire que on a dépassé ça à la rigueur dans le haut niveau. Lorsque Griezmann arrive, on se dit, non, en fait, il est bon, et puis point barre. Mais par contre, ça veut dire que lui, en club, il a entendu ça. Il a fallu qu'il se dise à l'intérieur, peut-être aussi aidé par son entourage, non, je suis pas trop petit. Et je peux être rapide d'ailleurs. Et puis si je suis trop petit, je serai malin. Et qu'il développe des ressources par lui-même. Mais ça demande une force de conviction assez surprenante. Donc ça, c'est les croyances sur la perf, mais elles sont aussi vachement en lien avec les croyances qu'on a sur soi-même. Parce que typiquement, dans l'exemple de Griezmann, il faut qu'il arrive à se dire, quand on lui dit « t'es trop petit », pas sûr. Est-ce que ça permet justement un dépassement de soi quand on est... Par exemple, là, le fait, effectivement, si on lui a régulièrement dit qu'il est trop petit, potentiellement, en tout cas, pour être au niveau, forcément, soit on le prend comme une arme et on se dit « très bien, mais je vais aller vous prouver le contraire ». Soit, par contre, effectivement, en sens inverse, ça peut mettre quelqu'un à mal. Donc là, on joue aussi beaucoup sur le mental, je suppose. Oui, complètement. En fait, ça peut venir booster quelqu'un d'entendre des croyances limitantes. Et ça, on le voit bien lorsqu'il y a des blessures. Situation de blessure, on a deux choses. On a des diagnostics qu'il faut écouter, toujours. Et il y a des pronostics qu'il faut essayer de battre. Et il y a des pronostics qui, des fois, disent tu ne reprendras jamais le sport de haut niveau. Voilà, ça arrive souvent. Il y a des pronostics type ça va te prendre 9 mois. Et en fait, là, on est sur des croyances, même si elles sont issues d'études, mais ce sont des moyennes. C'est-à-dire que forcément, il y a des personnes qui ont été en dessous de ces moyennes et il y en a aussi qui ont été au-dessus de ces moyennes. Typique, le rupture des ligaments croisés, la moyenne, c'est 9 mois avant une reprise. Ça veut dire que pour certains, c'est 13 et pour d'autres, c'est 6. C'est 6. Et l'athlète peut des fois entendre, ça va prendre 9 mois. Et à l'intérieur, ça peut faire un non. J'ai pas 9 mois. J'ai pas 9 mois. Moi, ça va me prendre moins de temps. Et donc, on va jouer sur quelque chose ça vient piquer quelque part l'ego. Et puisque notre ego se constitue aussi des croyances qu'on a sur nous-mêmes. C'est comme si c'était une espèce de noyau avec autour des électrons. Et puis, on va avoir ces électrons qui vont circuler. Et ces électrons, ça va être nos croyances sur nous. Ça veut dire, moi, je peux battre ce pronostic. Moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je vais me remettre plus rapidement. Moi, j'ai des choses à faire après. Donc, il faut que je me bouge. Moi, je vais pouvoir faire une rééducation idéale. Donc, c'est tout ça qui va venir gonfler l'ego et pousser, jamais promettre, mais pousser l'athlète à aller dans la direction de sa croyance. Parce qu'on a tendance quand même à vérifier nos propres croyances et c'est même
un piège et en même temps un point positif. C'est si je crois que, comme tout à l'heure, si je crois que je suis chanceux, Je vais être chanceux. il y a de grandes chances que je vais me le prouver. Si je crois que cette compétition n'est pas faite pour moi, il y a quand même de bonnes chances Que je me plante. que je me plante. Si je crois que cet athlète en face de moi, c'est Babette Noire, et que elle est très difficile à battre, et que comme elle n'a pas été battue pendant 3 ans, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver, il y a quand même de bonnes chances pour que ce soit confirmé. Donc, c'est très en lien avec l'ego, et donc une croyance limitante peut créer un sursaut de révolte, en fait, et ce qui est assez intéressant à pousser. Donc, quand quelqu'un vous dit vous n'y arriverez pas, c'est pas fait pour vous, même dans le travail. Oui, ce que je C'est bien sûr, tout ce qu'on dit là, on peut faire des ponts sur le travail. Oui. C'est tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, c'est pas à ta portée. À ce moment-là, la personne n'est pas en train de vous donner une conviction, elle est juste en train de vous donner un choix dans vos réactions. Ou on l'écoute et on désespère, ou on se révolte et on dit allons voir. Ouais. Et- Ça, c'est vrai. Et du coup, les athlètes fonctionnent beaucoup comme ça, puisque de l'ego. Alors, justement, parce que l'ego, c'est un point important quand même quand on est un athlète de haut niveau. Et c'est pas... Alors, l'ego, si on en parle comme ça, on dit oui, il a trop d'ego ou autre. Dans la vie de tous les jours, c'est un aspect qui est très négatif, entre guillemets. Alors que pourtant, il n'y a pas de mal non plus à avoir de l'ego. Il faut en avoir aussi, ça veut dire qu'on pense aussi à soi. Mais dans le sport, si on n'a pas d'ego, et pareil, on l'avait aussi évoqué sur un autre point, l'ego est très important pour les gens. Mais ça en fait pas forcément des personnes égoïstes ou juste tournées vers elles-mêmes. À un instant, notamment en compétition par exemple, elles ont plutôt intérêt à avoir de l'ego pour pouvoir justement arriver à leurs objectifs ou en tout cas prouver quelque chose, faire quelque chose. Et il y a un côté assez schizophrénique sur le principe dans les athlètes. Oui. Non mais vraiment. Oui, mais un peu chez l'humain aussi. Mais j'y reviendrai parce Aussi, que là, Il reste punchline. des humains malgré tout. Mais... Là, titre. Il y a un côté schizophrénique chez les athlètes. Ok, bon, il va falloir qu'on étoffe un peu. On va pas vous laisser. En On va résumé, vous expliquer quand même. est-ce qu'on peut être un athlète de haut niveau en étant pas égoïste en fait? Voilà, c'est un peu la... Alors, Sans ego. en fait, il faut déterminer 3 termes. Il y a l'ego, qui est quelque chose qu'on a tous. Oui. Souvenez-vous, dans un épisode, on a dit d'ailleurs, il faut pour se dire, pour ressentir de la pression et se dire que les autres me regardent en détail et qu'ils ont des attentes sur moi et tout, il faut énormément d'ego pour ça. Donc les personnes dont on dit ils manquent de confiance, ils se sentent regardés. Bah oui, mais pour se dire qu'il va être autant regardé et qu'il est autant au centre de l'attention, il faut beaucoup d'ego. Donc, même les personnes qui manquent de confiance en elles, souvent, ont un ego de dingue. Donc, c'est pas le problème. L'ego, on en a tous. C'est ce qui nous amène à nous regarder dans la glace en se demandant, tiens, est-ce que là, aujourd'hui, je me plais et qu'est-ce que ça pourrait donner si je me balade dans la rue comme ça? Il y a un côté très estime aussi sur l'ego. L'ego va avec. Ouais, l'ego va avec l'estime. L'ego, si on revient en fait dans l'étymologie grecque, c'est très proche du jeu en fait, du jeu, le pronom personnel. Par contre, il faut le différencier de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est-à-dire que l'égoïsme, c'est le fait de penser à soi, mais juste penser à soi. C'est-à-dire prendre une pause de 5 minutes, c'est égoïsme. Par contre, l'égocentrisme, c'est penser à soi et qu'à soi, au détriment des fois des autres. Et voulant peut-être que les autres aussi ne pensent qu'à cette personne-là. Voilà. Ça implique aussi beaucoup. Dans le même exemple, c'est se dire, si je veux prendre une pause de 5 minutes, c'est évident que vous aussi, vous voulez prendre une pause de 5 minutes. Pour être avec moi. Pour être avec moi. D'accord. Et ça, c'est normal, parce que je suis un type extraordinaire et que je suis un type, de toute façon, où clairement votre journée s'améliore à mon contact. Un vrai soleil dans ma journée. Exact, mais un soleil... mais non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont comme ça. Un soleil de ouf pour lequel les gens se battent. Donc vous êtes chanceux, finalement. Mais ce qui est marrant, c'est que ces personnes-là, justement, mais vraiment dans les deux sens, hein, autant dans la vie que dans le côté sport ou même professionnel ou autre, c'est justement les gens qui ont le moins de confiance en eux. Parce qu'ils ont peut-être besoin aussi du regard des autres. Alors là, c'est autre chose. C'est effectivement souvent
tu fais une nuance intéressante sur le besoin. C'est-à-dire ils ont besoin d'être égocentriques pour pouvoir être assurés. C'est rarement un choix. On ne se lève pas le matin en se disant hey, je vais être égocentrique maintenant, sauf quand on est petit. C'est-à-dire que vraiment, il y a une phase très égocentrique dans le développement de l'enfant, où tout tourne autour de lui. Impossible que papa et maman, par exemple, puissent vivre autre chose que être avec moi, en fait. Il n'y a pas mieux que moi. Et ça passe. C'est un moment où, normalement, on fait le deuil de ça. Surtout quand on est numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est pas la même chose. L'arrivée du suivant, souvent, est un traumatisme. Maintenant, si on revient à ta question sur l'ego, on peut très bien être athlète de haut niveau sans être égocentrique. Et on peut très bien être égocentrique sans être athlète de haut niveau. À ce sujet, il faudrait se demander, faudrait faire quelques stats sur l'égocentrisme, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux et ce que ça provoque et quelles dérives ça peut soulever. Mais là, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est l'ego et l'égoïsme. Je pense qu'aujourd'hui, un athlète, effectivement, de haut niveau ne peut pas faire de haut niveau s'il n'a pas de l'ego, parce qu'il faut un ego balèze pour se dire moi je vais être le meilleur dans mon domaine et je vais être le meilleur peut-être même du monde et je vais marquer l'histoire de mon sport et je vais clairement faire ça et tout mettre en œuvre pour ça. Donc il faut un ego assez balèze et sauf que des fois cet ego, et c'est là où je pense que tu parles de schizophrénie, c'est que au moment où j'arrive sur le terrain, eh ben, je m'empêche d'être égoïste et de penser à moi parce que c'est là où on rentre en confrontation avec nous-mêmes. Parce que être égoïste, ça veut dire penser à soi. Ça veut dire pas penser à l'adversaire. Ça veut dire si je peux faire de la roublardise tout en respectant les règles quand même, ben, je dois pouvoir prendre cette décision-là. Je dois pouvoir gêner l'autre, je dois pouvoir lui faire une feinte. Et des fois, ben, je m'empêche d'être égoïste parce que j'ai l'impression que ça s'oppose à l'altruisme ou à qui je suis. Voilà. Justement, en préparation mentale avec tes athlètes, est-ce que tu ressens que des fois des gens ont du mal à prendre ce rôle-là un peu ? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a un village de Schtroumpfs. Ah, tu l'aimes bien celle-là ? Celle-là, je l'aime bien. Et où on veut le village de Schtroumpf un peu particulier parce qu'il n'y a pas de grand Schtroumpf et que chaque Schtroumpf a envie d'être grand Schtroumpf. J'aime bien l'image de Schtroumpf parce que sinon l'autre image que je peux donner c'est Game of Thrones, mais c'est pas pareil. C'est beaucoup plus violent. Mais des fois c'est tout aussi violent ce qu'on vit à l'intérieur. C'est un village quoi. C'est un village. Ouais. Et donc moi quand j'arrive par exemple sur un ring de boxe, eh ben je me dis ok il y a le Schtroumpf qui aime la performance, qui aime le combat, qui a envie d'être là. Et j'ai l'impression que forcément, je dois sacrifier tous les autres. C'est-à-dire le Schtroumpf gentil, le Schtroumpf qui aime bien les gens, le Schtroumpf... Et je vais m'enlever cet exemple-là parce que le Schtroumpf, tout le temps, c'est pas facile à lire. Le Schtroumpf tolérant, le Schtroumpf respectueux, le Schtroumpf... Et tout ça, j'ai l'impression que je dois me dire « Ah, mais cela... » Je dois me sacrifier, du coup, je peux pas être moi-même. Mais si à côté, on me dit hey, « sois toi-même sur le ring », ok, mais que moi, j'ai tous ces Schtroumpfs-là, j'en fais quoi ? Je les sacrifie et puis j'écoute que le Schtroumpf plutôt énervé. Et donc, dans ce dilemme-là, j'ai un combat interne que je dois mener tout autant que le combat externe. Il y a deux combats, en fait. Il y a le sur le ring et puis... Exactement. Alors qu'en fait, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Des fois, on a cette impression qu'on doit... dans cette espèce de schizophrénie, renoncer à des façons d'être, alors que il ne s'agit pas de renoncer, il s'agit de les mettre de côté, et que de manière contextuelle, j'ai le droit d'être une horreur sur un ring ou sur un terrain de rugby. On précise, oui. Et en même temps, être complètement tendre et sympathique à côté. Sauf qu'on a l'impression que si je suis méchant, fourbe... plutôt fourbe, plus fourbe par exemple sur un terrain de rugby, à ce moment-là, ça va complètement être qui je suis. Ça va identifier, ça va correspondre à ce que je suis en tant que personne, alors que ça n'a rien à voir. Donc il faut avoir l'égoïsme de se dire maintenant c'est le moment de switcher. Il y avait quelqu'un qui faisait ça très très bien, Chabal par exemple en rugby. Il arrivait très bien à switcher
sur le terrain, alors que ce gars-là est une crème quoi, Ouais. à côté. C'est un nounours extraordinaire. Et donc, Alors que sur le terrain, c'est. Alors que sur le terrain, c'était un découpeur. Ouais, c'est un ogre, quoi. donc, pour ceux qui ont du mal justement à switcher comme lui, comment on travaille ça en préparation mentale pour aider Alors, les athlètes En fait, on est sur. Il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de se demander quelle croyance j'ai par rapport à qui je dois être sur le terrain. Et peut-être que la personne va se dire, bah, moi, je dois être méchant. Et rien qu'avec cette croyance, bah, c'est normal qu'elle puisse motiver, mais elle puisse aussi être très, très limitante. Je pense à un footballeur ou donc un semi-pro avec lequel je travaille actuellement. Et puis, ses entraîneurs lui disent, voilà, il faut que tu sois beaucoup plus méchant sur le terrain. Et lui, il entend ça, et puis je lui demande, mais toi, le haut niveau, le footballeur que tu as envie d'être, tu as envie qu'il soit comment? Il me dit, j'ai pas envie qu'il soit méchant. Donc déjà, on a un problème de croyance. Donc quelle croyance j'ai par rapport à ce que je dois devenir? Mais même dans le boulot, pour ceux qui font pas de sport, vous pouvez très bien vous demander quelle croyance j'ai par rapport à ce que j'essaie d'entreprendre aujourd'hui. Imaginons, je veux créer une entreprise. Je suis sur un projet ou étudiant, je suis sur un projet de thèse ou des choses comme ça, et je me dis quelles sont les croyances que j'ai par rapport à ce que j'essaie de réaliser. Forcément, il y en a qui vont être aidantes, forcément, il y en a qui sont limitantes. Puis, une fois que vous avez listé ça, la deuxième étape, eh ben, ça va plutôt être de l'hypnose ou l'auto-hypnose, parce qu'en fait, nos croyances sont tellement enracinées à l'intérieur de nous, et elles réagissent à cette multitude de villageois qu'on a à l'intérieur, eh ben, pour avoir accès à cette qualité d'introspection, l'hypnose va être super. Et là, cette deuxième étape, c'est de rentrer dans l'état d'hypnose ou de faire une session d'auto-hypnose en imaginant que par rapport à cette croyance, il y a une partie de moi qui a très envie d'être méchant. Il y en a une autre qui a vachement moins envie, et celle-là, c'est plutôt la partie gentille. Et je fais ça avec les mains. Mais ce serait vraiment de symboliser que dans chaque main, il y a une partie de moi. Une gentille d'un côté et celle qui est méchante de l'autre. Sauf que ces parties, souvent, il y en a une qu'on aime bien et puis l'autre qu'on n'aime pas. On n'aime pas trop la méchante, on aime bien la gentille parce qu'on aime bien se faire un avis. Et c'est comme ça que les films fonctionnent bien. Hein. C'est quand on voit un personnage méchant, on fait méchant, celui-là, on l'aime pas, on aime que le gentil. Sauf moi, j'aime beaucoup les personnages méchants. J'allais dire aussi, moi aussi. Je pense au Joker de Batman et je me dis bon, s'il n'avait pas été là, ça aurait pas été le même film. Ça aurait été moins drôle. Ça aurait été moins drôle. sympa. Mais il y a besoin de cette dualité, en fait. En tout cas, il y a cette dualité. Et cette dualité n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que le méchant veut gagner, sans doute que le gentil, lui aussi, veut gagner, mais dans de certaines conditions. Et lui, c'est normal qu'il ait cette impression de devoir être là quand même, pour calmer un peu le méchant, parce qu'il se dit, si le méchant remporte la partie, il va peut-être m'effacer. Et le but, en fait, c'est qu'inconsciemment, il y a une espèce de mise à jour de non-dualité pour se rappeler que ces deux facettes-là, et que tout le village de Schtroumpf, généralement, fonctionne avec une intention commune, qui est en gros, généralement, que la vie se poursuive et qu'on soit satisfait. Mais peut-être avec des moyens différents. Et donc, c'est l'ajustement de ces moyens qui vont faire qu'à l'intérieur, c'est comme si on allait se rappeler que c'est l'union qui fait la force, que j'ai le droit d'être et méchant et gentil en même temps, mais que gentil, c'est à un moment, que méchant, c'est à un autre, et que rien n'est permanent. Et donc, que rien ne l'emporte sur l'autre non plus. C'est exactement ça. Et donc, que ça dépend plus du contexte. Et donc, c'est ce réajustement interne qu'on va faire en préparation mentale, qui va permettre après de re-questionner la croyance en disant maintenant, quand tu penses à l'athlète que tu as envie de devenir ou à votre projet, qu'est-ce qui te vient? Eh bien, souvent, on va avoir des résultats différents. La personne va dire, je pense qu'il faut être méchant. Et en fait, méchant n'est plus un problème. C'est pas non plus une solution. Il y aurait d'autres solutions, mais en tout cas, c'est autorisé, c'est permis. Et donc, la personne vient de se permettre, en bougeant ses croyances, à s'approcher un peu plus de qui elle doit être pour réaliser sa perf. Du coup, tu as un peu déconstruit le principe qui dit qu'on est sur le terrain comme dans la vie. En fait, c'est totalement faux. En fait, souvent on dit ça. Ah oui, ça c'est complètement faux. Ça fait partie des trucs. C'est très joli dans les livres, dans les interviews, mais c'est complètement faux.
Je À veux part dire, si on intègre qu'on a également cette partie en nous. à part si on intègre effectivement dans la qu'on vie. arrive avec toutes ces parties-là et qu'il n'y a pas de combat à l'intérieur et qu'à l'intérieur c'est en paix. Là c'est un autre level, là c'est artiste martial plus. Mais tu prends des boxeurs, tu les mets sur un ring, ils sont pas comme dans la vie. En tout cas quand les gars prennent le métro, Ils vont pas casser. ils sont pas dans le même état. Oui. Donc c'est bien qu'en fait on a le droit de switcher. Maintenant, il y a un peu cette injonction idéaliste là de voilà, on est dans le travail comme dans la vie, on est dans le sport comme dans la vie, le sport c'est l'école de la vie, le sport c'est l'école de la vie, oui, mais la vie elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Et ce truc de à l'entreprise on est comme on est en situation de stress. Non, en fait on switch et on a le droit de switcher. En gros, on a le droit d'être schizophrène du moment où on sait à si ça correspond de manière adéquate au contexte. On peut imaginer qu'un chirurgien, il a le droit d'être hyper stressé, hyper focalisé, hyper concentré sur ce qu'il est en train de faire. Au moment où il joue avec ses enfants, il est beaucoup plus relâché, détendu. Un athlète, c'est pareil. Un numéro 9, il a le droit d'être hyper fourbe au moment d'une sortie de mêlée. Et au moment où il est en train de jouer au poker, pareil, pardon, c'est pas le bon exemple. Oui. Mais au Également moment fourbe. où il est en famille, il n'y aura pas ce niveau de fourberie et de coquinerie là. Donc, on a le droit d'être complexe. Donc C'est en peut-être- fait, quand on reprend ce village-là, c'est qu'à certains moments, en fait, on a le droit d'être accompagné d'une équipe intérieure avec ses petits schtroumpfs. Mhm. On prend ce qu'on a besoin à Mhm. l'instant T pour pouvoir nous accompagner, en tout cas, dans un moment, un projet, une action dans le sport, au travail, vie personnelle, etc. Et se dire, mais dans tous les cas, c'est aussi moi. Et moi, ça me fait aussi beaucoup penser à quand on est plus jeune, en général. On sait tous qu'on a le petit côté ange, le petit côté démon, entre guillemets, et qu'on a tous, comme on le dit, cette partie sombre Mhm. de nous qui peut être, penser être négative. Mhm. Parce que par exemple, quand on dit il faut être méchant, oui, dans la vie, il faut pas être méchant avec les autres. Mhm. Ça, c'est évident. Mais à certains moments, être méchant dans un contexte, c'est d'un seul coup plus quelque chose de négatif. Mhm. Et c'est vrai que c'est pour ça que les mots aussi sont très importants quand on exprime tout ça. Et oui, on peut être agressif et méchant. Mhm. Ouais, complètement. En fait, j'aime beaucoup ton idée, tu l'as très très bien résumé, cette idée de l'équipe intérieure. Voilà, on a une équipe à l'intérieur, il faut la manager. Il faut virer personne, il faut choisir personne, parce que forcément ça crée des exclanges, genre moi j'aime que la partie sympathique avec les autres. Ouais, mais celle-là, en fait, pour battre les autres, elle va te poser problème. Tu vas avoir besoin des autres membres de ton équipe. Donc on en met sur le banc. Ouais. Et en fait, faut apprendre à manager ça. Le souci, c'est qu'on ne nous apprend pas à le faire. Non, C'est-à-dire mais c'est vrai. qu'on nous pose à l'école ou en club ou dans notre développement d'ados, jeunes adultes, on ne nous apprend pas à manager ça, on nous apprend plutôt à choisir. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, C'est vrai. on nous apprend à choisir, voilà, le gentil, c'est bien, le poli, c'est bien, l'altruisme, c'est bien, et puis on ne va pas avoir les mêmes codes selon la famille, le lieu où on a été éduqué, voire même le pays. On peut très bien imaginer, par exemple, que le côté just do it américain, socialement, ça n'amène pas la même équipe intérieure que le côté français. Te la ramène pas trop, ça va les chevilles, tu veux être champion du monde, tranquille, Tout doux. humilité. Ouais, voilà. C'est très D'accord. bien résumé, ça. Hein En plus, Ouais. le contexte fait varier tout ça. Ouais, bien sûr. Donc on n'aura pas le même village, mais on nous a pas appris, c'est un peu inculqué. Et dès que c'est appris, souvent on vient figer quelque chose. Et par exemple, on vient figer le côté, tu parlais de méchant, on vient figer le truc de l'agressivité ou la violence, c'est pas bien, par exemple. Donc, si je reprends l'exemple de l'athlète avec lequel je travaille là en foot, que j'avais tout à l'heure, il me disait, moi j'ai peur d'être agressif, d'être violent, et du coup ça égale c'est méchant. Et je lui dis, mais regarde,
Agressif et violent, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Un coup de poing dans la tronche peut être très violent, mais pas du tout agressif s'il n'y a pas d'intention. Je veux dire, une tornade peut être très violente, mais la tornade n'est pas agressive. Un tsunami n'est pas agressif, il est violent pourtant. Tout à fait. Un vent peut être violent, mais il n'est pas agressif. Il y a une grosse distinction entre les deux. On peut être très violent sur un plaquage et mettre pas d'agressivité. On peut mettre un plaquage très agressif, peu violent. Et généralement, c'est que l'intention derrière est de faire mal. Donc là, c'est en éclaircissant les mots, comme tu le disais, qu'on va pouvoir remettre en question ce qu'on a appris pour pouvoir ensuite se donner davantage d'autorisation. Ou en tout cas, si on ne se donne pas plus d'autorisation, on aura l'occasion de choisir les barrières qu'on décide de garder. Là, tu parles d'un footballeur, mais du coup, il fait cette démarche de manière individuelle, ce garçon. Là, il fait la démarche individuelle, bien sûr. Et parce que je pense que c'est un travail qu'il faut en priorité faire de manière individuelle, parce qu'on parle de nous-mêmes et chacun va être différent. Je pense que c'est pas un travail qu'on pourrait... Enfin, je sais pas, peut-être dis-nous, mais je pense que c'est pas quelque chose qui peut se faire en groupe. Parce qu'en fait, justement, comme on l'a dit, on est tous composés de ce village avec ces petits villageois qui est différent. Et on a tous, suivant comment on a grandi, où est-ce qu'on a grandi, enfin notre éducation, etc., on n'a pas les mêmes petits villageois. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en groupe, on va questionner les croyances sur la perf. Pas sur soi, mais sur la performance. Voilà. Par exemple, on peut imaginer que ça a dû être fait, j'espère, sur la Coupe du Monde de rugby ou quand le 15 de France rencontre les Blacks. J'espère bien qu'il y a un moment où on se dit, bon, au niveau collectif, les croyances par rapport à la performance de battre les Blacks, on en est où ? Est-ce que certains se disent, c'est impossible, c'est les plus compliqués, c'est des légendes, ils sont imbattables. Donc, mais on questionne la perf. Mais c'est beaucoup plus en individuel qu'on va questionner les croyances internes sur l'ego, sur la place qu'on prend en compète et ainsi de suite. Ouais. Et du coup, dans un sport collectif, certains font ce travail-là et d'autres non. Ça crée un peu des disparités en fait dans une Ouais. Ben, je pense que... Il y en a qui ont peur d'aller faire une introspection aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est compliqué de savoir exactement qui... En fait, parce qu'au final, c'est quand même se dire exactement qui je suis avec le bon, le moins bon. Avec le moins bon. Parce qu'on est composé, de toute façon, sinon ce serait pas drôle, c'est qu'on est composé des deux, le bon et le mauvais. Après, à nous de doser. Tout à fait. Ça demande même pas mal de courage, on pourrait dire. Oui, ouais. Maintenant, effectivement, sur les sports co, certains le font, d'autres pas. Il n'empêche que même si c'est pas fait collectivement, souvent les athlètes vont le faire. Qu'est-ce que je me dis de moi par rapport à cette perf que je vais faire est-ce que je crois ou pas que je suis à la bonne place, que je suis méritant d'être en sélection, que je fais partie du groupe, je suis un imposteur ou pas. Donc tout ça, c'est des croyances qu'ils vont faire. Ils vont brasser eux-mêmes et potentiellement accompagnés par quelqu'un. Donc ça va être plutôt chouette. Maintenant, collectivement, souvent c'est fait. C'est-à-dire que de plus en plus, les matchs sont préparés, mais des fois pas uniquement sur les matchs importants. Alors que il faudrait aussi le faire sur les matchs moins importants. C'est-à-dire, ok, là, quelles sont les convictions qu'on peut avoir sur le type de jeu qu'on va produire face à telle équipe. Parce que surtout les équipes outsiders, elles ont très souvent fait ce travail-là. Nous, on peut aller les bousculer, les gêner. Donc eux, s'ils ont fait ce travail-là, ils ont moins à perdre. Donc ils ont moins la pression. Ouais. Maintenant, j'ai un peu l'image du match de rugby avec 30 joueurs avec plein de schtroumpfs partout là. Voilà. Là, en fait, finalement, des centaines de schtroumpfs sur le terrain. Là. Finalement, c'était le bon exemple le rugby parce que c'est. En fait, à chaque poste, on a des gabarits différents avec des fonctions différentes. Et ben, ça correspond parfaitement à nous, nos différentes parties à l'intérieur, puisqu'elles ont aussi des caractéristiques et des fonctions différentes. Et donc moi, je pense que c'est un bon exemple. Alors, on a vraiment fait le tour, je pense, là, de ces... justement de ces croyances limitantes mais également aidantes parce qu'effectivement voilà cette dualité toujours elle ne va pas, enfin l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes effectivement composés également donc du coup
de Schtroumpf. Nous sommes tellement compliqués en fait au final, mais c'est là où on se dit que malgré tout, on est quand même très très bien fait. Parce qu'au final, en fait, c'est aussi s'adapter à une situation. Et savoir s'adapter, c'est ce qui nous permet tous aussi d'avancer aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses que l'on fait et qu'on utilise nos petits villageois ou nos petits schtroumpfs de manière tellement inconsciente, en fait, au final. Parce que la vie, on a l'habitude de la vivre, même quand on fait le sport, quand on travaille. Et je pense qu'à un moment, effectivement, le préparateur mental, il va aussi aller... Mais on va aller repositionner quand même l'équipe parce que là, il n'y a peut-être pas le bon numéro qui est à la bonne place, quoi. Ouais, et puis, tu sais, il y a ce... Je pense que ça parlera aux auditeurs parce qu'on a parlé beaucoup de sport, mais certains auditeurs, à mon avis, ne sont pas forcément dans le sport de haut niveau. Mais lorsqu'on essaye de s'engager dans quelque chose de nouveau et qu'on sent qu'on a de la retenue, alors certes, il y a sans doute une croyance qui vient un peu limiter, et on l'a vu en dessous, il y a un petit schtroumpf qui, lui, essaie de nous retenir. Et donc, on arrive vite au constat de c'est pas fait pour moi. Le haut niveau, c'est pas fait pour moi. Ou tel projet, c'est pas fait pour moi. Ou telle relation, c'est pas fait pour moi. Alors que derrière, la réaction basique, ce serait de penser un peu comme cette phrase de Nietzsche qui dit choisir, c'est renoncer. Et moi, j'ai vachement aimé cette phrase-là. Puis aujourd'hui, j'en suis complètement pas d'accord, revenu. Je pense que choisir, c'est s'adapter, mais c'est pas forcément renoncer. Et que au fur et à mesure de la vie, c'est pas qu'on renonce à de plus en plus de choses, c'est qu'on s'adapte à de plus en plus de choses. Et qu'on s'adapte à se dire, cette relation, si elle peut être bien, ou ce travail-là, ou le sport de haut niveau, c'est fait pour moi, mais dans telle mesure. Et en respectant cette phrase de choisir, c'est s'adapter, finalement, on respecte son côté unique. Tout en apprenant à mieux se connaître soi-même, donc ce qui est plutôt positif. J'ai un truc qui me vient en tête aussi, on parle donc de méchanceté, mais il y a également des sportifs qui ont gagné en trichant. Et comment est-ce qu'on peut... C'est pas la même chose. C'est déjà arrivé. Et comment est-ce qu'on peut l'accepter ou pas? Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Mais la triche devrait pas être acceptée déjà. Genre Maradona qui a marqué un but de la main, par exemple. Ouais, alors là, tu vois, typiquement, ça touche aussi nos convictions, donc nos croyances. On se dit que c'est pas forcément mal, quoi, du coup. Alors, voilà, certains vont avoir cette conviction de... Qui se dit ça, toi? Certains vont se dire mieux vaut gagner en trichant que dopage, que il y a le perdre. dopage aussi. Le dopage aussi, ça montre aussi d'autres systèmes de valeurs et de convictions différentes. Après, je dirais parce qu'ils prennent le risque. Le Schtroumpf tricheur, on va dire. Allez. Le Schtroumpf tricheur. Après, c'est qui pas pris entre guillemets, c'est celui. Voilà, ils essaient de pas être pris, mais quand t'es pris, par contre, tu le payes. C'est ça aussi le truc. Oui. Après, bon, je vais prendre cette petite digression là, si vous me le permettez. Vas-y. Je suis absolument contre la triche et le dopage, puisque ça fait partie, par exemple, dans mon cadre de travail, des raisons pour lesquelles je cesse de travailler avec un athlète. Et qu'importe leur âge, je leur dis, je ne travaille pas avec les tricheurs, je ne travaille pas avec les dopés. Donc, hors de question. Et donc ça fait partie des règles du jeu. Néanmoins, je pense qu'il faut revoir ça en prenant un peu de distance, sans pour autant cautionner. On n'est pas tous au même endroit de la pyramide de Maslow. C'est vrai. C'est-à-dire que certains ont des besoins physiologiques de survie à travers le sport. Je pense qu'il y a certains pays où l'ascension sociale permise par la performance explique des choses. Justifie quand même pas mal le dopage ou la triche parce qu'il est question de survivre. Et donc la croyance, peut-être qui est derrière, c'est pas mieux vaut gagner en se dopant, c'est mieux vaut tout tenter pour sortir de ce pays ou de cette condition presque inhumaine. Donc voilà, c'est juste prendre un peu de recul, jamais cautionner, mais essayer de comprendre les raisons, parce que les raisons ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Forcément, un pays développé, quelqu'un qui se dope n'aura certainement pas la même place dans la pyramide de Maslow, donc des besoins. Peut-être qu'il cherchera de la reconnaissance, mais sa vie n'est pas en jeu pour autant. Alors que dans certains pays, la vie est clairement en jeu, c'est-à-dire que je pense à des pays où, clairement, une femme fait ou prostituée, ou un autre métier du même niveau, et que la seule possibilité de s'extraire pour elle, ce serait de faire du haut niveau. On peut comprendre. Je peux comprendre. Donc c'est juste ça. Et c'est intéressant de nous regarder nos propres croyances par rapport à ça. C'est pas si simple quand tu parles de...
Non, mais je dis Par comme exemple. un sportif. Après Maradona, C'est voilà, non, c'est pas le bon exemple. En tout cas, des sportifs ont triché. Voilà, Thierry Henry a marqué un but de la main qui a qualifié la France pour une Coupe du Monde. aïe 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 aïe. Oui, mais ça. Et il vit avec. Voilà. Il vit avec. Oui, mais ça typiquement, ça c'est quelque chose que tu peux pas cautionner entre Je ne guillemets. cautionne pas, je dis que certains Si, sportifs. Jérôme dans le fond il cautionne. Du tout. Non, je dis qu'il faut l'accepter après. Mais il faut pas Après, faut l'accepter. c'est qu'après faut... ça rentre dans l'histoire, c'est différent aussi. C'est pas forcément qu'on l'accepte, c'est que c'était là. Maintenant c'est une anecdote en fait dans le. Oui, sport. après, on a le droit aussi pour accepter de revenir sur nos erreurs. Je ne sais pas ce que Henri a fait par rapport à ça, mais on a le droit d'apprendre de nos erreurs et ensuite de les reconnaître. Et donc, ça participe au fait de les accepter, en tout cas. Les accepter, ça ne veut pas dire les tolérer ou les cautionner. Oui. On peut accepter quelque chose qu'on ne cautionne pas. Et ce sont deux choses très différentes pour pouvoir continuer d'avancer. Faut t'avouer à moitié pardonner comme on dit. Ah, c'est ça. C'est un petit peu ça. Mais au final, ça reste les mêmes principes de la vie. Mais bon, évitez quand même la triche, le dopage, etc. En tout cas, en France, normalement, voilà. On est bien surveillé. On est plutôt déjà bien surveillé. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi les règles. Et il y a vraiment le côté aussi pour moi où, en fait, on peut être, par exemple, méchant, agressif, à un moment violent, c'est parce qu'on en a besoin à l'instant T dans notre sport ou dans une situation, mais il y a quand même le respect, la bienveillance également, et l'un n'empêche pas l'autre dans le sport, et de respecter les règles, de respecter justement tout ça, et alors ça c'est bien évidemment à titre personnel, mais c'est là où pour moi la triche ou le dopage est un manque de respect pour tous les autres, entre guillemets. Et je parle en France, bien évidemment, je parle pas justement de ces pays ou autres, mais où d'un seul coup, en fait, pour moi, on va tuer un fair play dans le jeu. Parce que ça devient trop simple, en fait. Ma perception. Ouais, c'est inépuisable, hein, ce sujet de discussion. On pourrait en parler pendant des heures. Mais en tout cas, c'est vaste. Moi, ce que je propose, c'est que si les auditeurs ils ont des remarques, des questions, tu vois, ou des croyances qui les limitent ou qui les aident, qu'ils les partagent. Exactement. Oui. Mettez en commentaire, effectivement, n'hésitez pas à nous poser vos croyances limitantes. Ouais. Vos croyances, effectivement, et parce que vous allez... En fait, je pense qu'en fait, là, d'un seul coup, tout le monde s'est posé des questions sur comment mon village est composé. Oui, voilà. Qui sont mes schtroumpfs préférés et ceux... Et il y a des petites schtroumpfettes aussi. Hein. On peut, bien évidemment... Alors, ouais. C'est plus dur à dire aussi. Encore plus dur à dire, schtroumpfette. Ouais. Mais parce qu'il y a forcément aussi ces par-là. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous dire justement, est-ce que vous avez, vous, là, actuellement, peut-être un projet avec des croyances limitantes ou même aidantes, ou comment vous voyez les choses, si vous avez déjà été confronté à tout ça. Merci beaucoup en tout cas Jonathan pour ce podcast très enrichissant en tout cas, et je pense que voilà, on va pouvoir se connaître encore mieux et c'est ce qu'on fait à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à ces réseaux, on vous les met bien évidemment également en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast si vous êtes en tout cas là sur la vidéo YouTube. Merci encore et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le podcast Le Sport à la Loupe et le mois prochain pour la chronique Ton mental à la loupe. Salut. Au revoir. Salut.